Donc on continue. Comme promis, il doit y avoir un certain nombre de vidéos. Grâce à Mathieu, on sait qu'elles doivent marcher à peu près toutes. Il y a peut-être un ou deux problèmes. Alors, nous avons déjà parlé, en parlant du syndrome parkinsonien, d'un mouvement anormal sur lequel on va revenir, parce que c'est le mouvement le plus fréquent, donc le plus important pour vous, c'est le tremblement. Le tremblement est un mouvement anormal. Et donc, nous parlons, pour commencer, du tremblement. C'est donc le mouvement anormal le plus fréquent. Il faut bien comprendre sa définition. Autour d'un point d'équilibre, il y a des oscillations. Lorsque l'on a du mal à dire si un mouvement alternatif chez un malade est un tremblement, il faut se souvenir de cette définition et se demander, est-ce que j'arrive à trouver quel est le point d'équilibre dans ce mouvement? Et parce qu'il peut parfaitement y avoir des mouvements avec simplement un déplacement d'un côté, puis un retour à la position d'équilibre, et qu'il n'y ait pas de déplacement de l'autre côté de la position d'équilibre. À ce moment-là, il n'y a pas oscillation, et ce n'est pas un tremblement. D'accord? Donc repérez la position d'équilibre si c'est difficile et essayez de voir si vous avez donc ce passage d'un côté à l'autre de cette position d'équilibre qui vous qualifie le tremblement. Je vais me basculer là. Ouais. Alors, on caractérise le tremblement d'abord par sa fréquence. Vous avez vu qu'on a cité un exemple pour la maladie de Parkinson. Environ 4, 5, parfois jusqu'à 7 par seconde. Et deuxième point tout à fait important, par ses circonstances d'apparition. Nous avons vu le tremblement de repos, qui est le tremblement parkinsonien. Il n'y a pas de diagnostic différentiel. Vous êtes sûr d'avoir mis au repos votre patient et vous le voyez trembler, il a un syndrome parkinsonien. Il n'a pas forcément une maladie de Parkinson, à vous de voir ensuite quelle est la cause de ce syndrome parkinsonien, mais il a un syndrome parkinsonien. Il y a d'autres types de circonstances. Il y a l'attitude, le maintien d'une attitude, et il y a le mouvement. Le maintien des attitudes est une circonstance dans laquelle on voit apparaître de très nombreux tremblements. C'est en particulier le cas pour les très 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 fréquents tremblements iatrogènes, les tremblements liés à des médicaments. La quasi-totalité des médicaments psychotropes, par exemple, font trembler. Les benzodiazépines, les antidépresseurs, tricycliques en particulier, mais en réalité tous, les neuroleptiques, tout ça, ça fait trembler. Il y a beaucoup d'autres médicaments. Un exemple, les corticoïdes. Vous donnez une forte dose de corticoïdes aux gens, ils ont souvent un petit tremblement d'attitude. Il peut y en avoir beaucoup, beaucoup d'autres d'exemples. Causes métaboliques. Je ne sais pas si vous avez déjà parlé des troubles de fonctionnement de la thyroïde, et si vous avez parlé de l'hyperthyroïdie, on vous a peut-être parlé du tremblement des hyperthyroïdiens. Eh bien, ce tremblement des hyperthyroïdiens, c'est un tremblement fin d'attitude. Et puis, il y a le tremblement essentiel. Le tremblement essentiel, c'est le tremblement encore appelé idiopathique du sujet âgé. C'est un tremblement très fréquent qui touche les sujets âgés et qui est souvent pris par erreur pour un tremblement parkinsonien. Tout simplement parce que c'est le, passez-moi l'expression, délit de gueule, personne n'est âgé, il tremble, il est parkinsonien. De manière aussi fréquente, il y a des tremblements d'origine idiopathique. On ne connaît pas bien la cause, mais c'est fondamental d'en faire le diagnostic par rapport au Parkinson, parce que les traitements ne sont pas les mêmes et le pronostic fonctionnel n'est pas le même. Ces gens-là n'auront jamais les autres éléments du syndrome parkinsonien, hypertonie, akinésie. D'accord ? Et c'est en particulier ces patients-là que vous croisez dans la rue et qui opinent du chef, ou vous font des tremblements de négation du chef. Quand vous voyez ces personnes trembler de manière parfois assez spectaculaire, ce sont très généralement des tremblements d'attitude idiopathique du sujet âgé. Troisième circonstance, la survenue au mouvement, eh bien en fait on en a parlé. Rappelez-vous la vidéo où on voyait cette jeune femme avoir une hypertonie, et lorsqu'elle se rapprochait de son but,
elle avait ce tremblement qui se déclenchait. C'est ce que l'on appelle le tremblement volitionnel, c'est-à-dire plus on a la volonté d'aller vers la cible, plus le tremblement s'accentue. Et c'est très caractéristique du syndrome cérébelleux. D'accord? Donc vous voyez, en fait, il s'agit d'une réorganisation de choses qu'on a déjà vues pour le tremblement de repos, pour le tremblement lors du mouvement, à rajouter la circonstance importante, tremblement d'attitude. Alors comment on fait en pratique pour un tremblement d'attitude? On fait mettre les mains comme ça, les deux bras tendus, fermer les yeux, le tremblement apparaît. On dit aux gens de s'asseoir, de se reposer sur les accoudoirs, plus de tremblement. Et à ce moment-là, de manière caractéristique, c'est un tremblement d'attitude. Alors, tremblement du chef. Ah oui, c'est une personne âgée qui a donc un tremblement. Voilà, un tremblement de négation, qui est un tremblement d'attitude du chef, assez caractéristique. Un autre exemple de tremblement volitionnel chez un patient cérébelleux, vous allez voir que c'est assez spectaculaire. Il est extrêmement tremblant, cet homme. Il ne pouvait plus rien saisir, à la fois du fait de son hypermétrie, mais également du fait de son tremblement, qui se redéclenche dès qu'il bouge le bras. D'accord pour les tremblements? Facile, hein? 3 circonstances d'apparition, s'enquérir de la fréquence. Alors, excusez-moi, mais je reviens quand même, dernier mot sur le tremblement. Dans le tremblement d'attitude, rajoutez votre tremblement à vous, le tremblement qu'on a tous eu face à une émotion, face à une circonstance un peu stressante. Le tremblement que vous ressentez à l'entrée dans la pièce d'un examen, c'est un tremblement d'attitude fin. Si on vous met au repos complet dans un lit, vous ne tremblez pas, vous saisissez le stylo, vous avez quelque chose à maintenir, et bien on voit que vous tremblez légèrement. Le tremblement donc dit fonctionnel du stress est un tremblement d'attitude. Deuxième mouvement anormal, les myoclonies. Les myoclonies, ce sont des contractions brèves et involontaires qui affectent un groupe musculaire avec un déplacement d'une partie de membre, donc un déplacement segmentaire de membre. Le plus souvent, ça s'intègre dans le cadre de l'épilepsie. Il y aura un cours particulier sur l'épilepsie avec les mouvements cloniques et les myoclonies que l'on reverra. Je vous montre un exemple de myoclonie de la main et qui n'est pas forcément facile à distinguer d'un tremblement. Vous voyez que c'est un mouvement en flexion, rapide, toujours le même, qui soulève un peu la paume de la main parce que les doigts se rassemblent. Et voilà, et on change de position. Vous voyez bien, mais malgré la fréquence, ça n'est pas un tremblement. Il n'y a pas une position médiane autour de laquelle oscillerait le mouvement. Il y a bien, toujours dans le même sens, un mouvement de myoclonie, de flexion. D'accord? Donc, dans le cas des épilepsies fréquentes, myoclonie, c'est un deuxième mouvement anormal. C'est un mouvement anormal fréquent. On va progressivement vers les mouvements anormaux plus rares. Mouvement choréique. Mouvement choréique, si quelqu'un a ces mouvements-là, on parle de choré. Ce sont des mouvements rapides, non rythmiques. Donc ça se distingue d'emblée de ce qu'on vient de voir. Vous voyez, vous avez vu une certaine rythmicité, d'amplitude variable chez un même malade, et qui vont toucher en priorité l'axe et les parties proximales des membres, la ceinture. Ça s'associe à une hypotonie musculaire, mais ça, ce n'est pas vraiment dans le cadre du mouvement anormal. C'est dans le cadre des maladies qui provoquent ça. Et cela donne des contorsions tout à fait particulières des malades. Alors, si j'ai bien compris, Mathieu, c'est là où on a une petite difficulté. Ouais, c'est celui-là qui ne marchera pas. Alors, avançons. Le mouvement choréique, il est augmenté par la volonté de faire un mouvement.
il est augmenté par l'émotion, par le calcul mental. Ce n'est pas très original. C'est la même chose pour les tremblements. Et il n'est pas contrôlable. Et en ça, il se distingue, et c'est parfois difficile de faire la distinction, d'un tic. Un tic, c'est un mouvement qui se développe volontiers chez les jeunes, de manière anarchique, en réaction en général à des situations un peu stressantes, mais que l'on peut arriver à bloquer par incitation forte auprès de la personne, au moins pendant un petit moment, au prix du redéclenchement ensuite plus important pendant un moment, comme s'il y avait ensuite une activation libératoire. Mais le tic a ce site particulier qu'on peut le bloquer, même transitoirement, alors que la chorée, on ne peut pas. Alors, les mouvements choréiques, je regrette que ceci ne marche pas. Et donc, je vais vous mimer une chorée. Le malade qui a une chorée, alors, vous voyez, quand je fais tout ça, je fais des mouvements en particulier du tronc, de l'axe, et qui ne sont pas les mêmes à chaque fois, avec des petits éléments de torsion, des éléments de positionnement. Et vous voyez, je passe d'un membre à l'autre. Voilà, là je suis choréique. Autrefois, et ça, peut-être que vous avez rencontré ça dans des romans, dans votre culture générale, on parlait de la danse de Saint-Guy. C'était une des chorés les plus célèbres qui touchait les enfants, c'était la chorée de Sydenham. Vous avez peut-être entendu parler en infectiologie, hein, conséquence à long terme de la scarlatine. Et du temps où on ne traitait pas les enfants, de même qu'il pouvait y avoir d'autres problèmes systémiques, il pouvait y avoir une chorée qui se déclenchait. On parlait de la chorée de Sydenham, et c'était la danse de Saint-Guy de ces enfants qui restaient avec leur chorée comme ça, un peu dansante, vous voyez, hein, qui sont assez spectaculaires. Hein. Vous rencontrez des gens de temps en temps qui ont ça. Une autre possibilité, c'est que ces gens aient acquis ça au moment de la naissance par souffrance néonatale. Il y a une lésion au niveau des noyaux gris centraux. Je vous rappelle que dans ces mouvements anormaux, on parle de phénomènes qui touchent les noyaux gris centraux, pour l'essentiel en tous les cas. Et donc, à cause de ces destructions à la naissance, ils garderont ces mouvements-là. Donc, voilà les mouvements choréiques. Tout à l'heure, on m'a posé la question de parkinsonien qui avait été vu par l'un d'entre vous, qui avait ce type de mouvement. Et on me disait, mais y compris au niveau du chef, oui, c'est tout à fait possible. Pourquoi ? Parce que au bout d'un certain temps, on a de très bons médicaments pour améliorer les gens parkinsoniens. Malheureusement, ces traitements, au fil des années, peuvent présenter des effets secondaires. Et un des effets secondaires, c'est de pouvoir induire des mouvements anormaux au bout de X années, qui sont d'ailleurs très peu gênants pour les gens eux-mêmes, qui sont beaucoup plus gênants pour l'entourage qui dit mais pourquoi il se met à s'agiter comme ça, et qui sont liés aux médicaments. Et ce sont des mouvements qui sont de type choréique. Et on peut tout à fait avoir des parkinsoniens qui, vous voyez, ont une sémiologie chez qui on améliore l'hypertonie et la kinésie, mais qui ont une sémiologie nouvelle qui est apparue grâce au traitement, qui est l'existence de mouvements choréiques. D'accord ? Alors, Alain, j'espère que ça va marcher, ça. Ça, vous allez... Alors, ce jeune a des tics. Alors, il n'a pas des tics tout à fait d'allure banale, hein. Mais vous voyez que ce n'est pas si différent que ce que je viens de vous mimer. Oh, je peux tout faire. Quadricliquer. On refait une fois. Vous voyez. Alors, il mélange pas mal de choses. Il mélange des mouvements d'adduction des bras, hein, voilà, hop, des petits mouvements des épaules. Il va se frotter la tête, un tic fréquent, hein, voilà, et puis des petits mouvements comme ça, d'amplitude. C'est difficile parce qu'il faudrait le voir dans une conversation. On lui demande maintenant, tu es face à moi, tu t'arrêtes, et ensemble on fait attention pour que tu t'arrêtes. Pendant 10 secondes, 20 secondes, il va être capable de s'arrêter, puis ensuite il va y avoir une explosion de tics, hein, qui vont repartir comme s'il fallait qu'il se libère, hein.
Bon, c'est souvent chez des jeunes qui, quand ça atteint ce stade-là, qui ont par ailleurs nécessité de prise en charge psychologique, parce qu'il y a évidemment des choses derrière. Mais la problématique, c'est de faire la distinction clinique avec la chorée. Et vraiment, le fait de bloquer ou de ne pas bloquer est un élément différentiel important. Mouvement balique. On arrive vers le plus rare, c'est marqué en haut à droite. La chorée, c'est pas si rare, les mouvements choréiques, du fait des traitements parkinsoniens notamment. Mouvement balique est plus rare. C'est en fait, il faut le voir comme un extrême du mouvement choréique. C'est-à-dire c'est un mouvement plus ample, plus explosif et qui comporte souvent une importante composante de torsion d'un membre. Alors on va regarder 2 patients suisses. Là, la vidéo est peut-être pas forcément très belle, mais si, vous voyez. Donc là, ce patient parle. Alors, ce qui est difficile, c'est comme il parle avec des grands mouvements, on ne sait plus très bien quel est le côté qui est balique et celui qui ne l'est pas. Tous les mouvements qu'il fait du côté gauche sont des mouvements normaux. Il parle, il s'exprime. Et de temps en temps, d'ailleurs, vous voyez la main gauche qui vient bloquer la main droite pour l'empêcher de bouger. Tout ce qui se passe à droite n'est pas volontaire. Ce sont des mouvements baliques. Et vous allez voir ces mouvements d'agitation avec forte composante de torsion et qui sont plus amples que ce que je vous ai mimé, qui restaient quand même des mouvements qui n'étaient pas très amples. Voilà. Tout ça, c'est... Voilà. De temps en temps, il vient... Et vous voyez en plus des mouvements d'adduction, abduction du membre inférieur. Vous voyez cette agitation avec... Voilà, c'est ça le balisme. Voilà. On va en avoir un bon exemple avec cette patiente, voilà, à qui on parle. Et vous voyez qu'il y a du côté gauche un hémibalisme, voilà, totalement incontrôlable. Je ne sais pas si vous voyez là-haut, mais elle a des grosses stries là, sur son avant-bras. Il a fallu la protéger. À cause du mouvement, elle venait se heurter contre les barrières. Et elle se faisait des traumatismes sur le membre supérieur. Oh, non, laissez aller, madame. Laissez aller. Voilà. Donc, vous voyez les composantes de torsion dans ces mouvements. Alors, au niveau des causes, quand on vous en reparlera, on ne fera pas de distinction entre la chorée et le balisme. Pour les raisons que je vous disais tout à l'heure, on considère que le balisme est un peu l'extrême de la chorée. Et d'ailleurs, les anglo-saxons, eux, ils parlent de choréobalisme. Vous voyez ? Donc on est dans quelque chose de large, ce qui a une justification étiologique. Autre mouvement rare, assez spectaculaire, le mouvement athétosique. Rien à voir. Alors là, vraiment rien à voir. C'est un mouvement lent, pas du tout explosif, arythmique, et qui va faire prendre aux segments de membres qui sont touchés une amplitude extrême. Les articulations vont aller jusqu'au bout de leur amplitude, et même au-delà. On a l'impression, on ne comprend pas la déformation que prend la personne dans ces mouvements-là. Vous l'avez déjà dans cette photo où on a demandé simplement à la personne de tenir la main droite tendue et qui a cette main qui s'agite, et puis on va le voir en dynamique. Ça prédomine de manière très caractéristique sur les extrémités, et notamment sur les mains. Et ces mouvements extrêmes comme ça font penser parfois à des mouvements d'un serpent qui rampe, et donc on parle de mouvements de reptation. Voilà, on demande à ce jeune de garder la main droite. Voilà. Vous voyez comme il y a une hyper-extension de l'articulation. Oui. D'accord ? Voilà, ces mouvements extrêmes avec une hyperflexion du poignet, une hyperextension des doigts. Vous voudriez le mimer, vous auriez du mal. Voilà. Vous voyez, donc là, on voit mieux en comparaison avec l'autre côté. On lui demande de mettre les mains comme ça.
Voilà, hein, ce membre supérieur droit est animé de ces mouvements d'athétose. Les causes les plus fréquentes de l'athétose, c'est une souffrance néonatale, avec atteinte des noyaux gris centraux à la naissance. Je ne sais pas quel est le numéro, mais on avance dans les mouvements anormaux. Alors là, on avait fait une courbe descendante en allant vers le plus rare, mais là c'est nettement plus fréquent. Les dyskinésies. Les dyskinésies, et en particulier, ce qu'il faut que vous connaissiez, hein, c'est le terme dyskinésie bucco-lingo-faciale. Qu'est-ce que ça veut dire? Mouvement anormal, dyskinésie, hein, de la bouche, de la langue et du visage, qui touche donc ces régions-là, la partie inférieure du visage. Ils ont les caractères des mouvements choréiques, mais centrés complètement à cet endroit-là. Et on les individualise parce qu'il y a une cause tellement fréquente que quand vous voyez quelqu'un, notamment âgé, pas seulement, mais notamment âgé, qui a ces mouvements-là, vous êtes absolument sûr qu'il y a eu, à un moment donné dans sa vie, et en général de manière assez prolongée, une prise de neuroleptique. C'est peut-être à côté qu'il faut que je la prenne. Voilà, ces mouvements de mâchonnement. Mouvements de mâchonnement. Parfois, il y a des claquements de langue associés. Hein. Je ne sais pas si vous avez été un jour au théâtre assis à côté de quelqu'un qui a ces mouvements c'est très désagréable, mais la malheureuse personne n'y peut rien. Donc voilà, ce sont ces mouvements caractéristiques des prises de neuroleptiques au long cours, qui ne sont pas obligatoires évidemment, hein, mais c'est un effet secondaire important des neuroleptiques, en plus du syndrome parkinsonien dont on a parlé tout à l'heure. Comme les dyskinésies, là on est toujours dans des choses assez fréquentes, en tous les cas pour les hémispasmes faciales. Il arrive que l'on ait un spasme qui se déclenche au niveau du visage, sur une hémiface. On parle donc d'hémispasme facial. Cela peut être la conséquence d'une paralysie, donc apparaître après une paralysie faciale. Quand on vous fera l'atteinte du 7, de la paralysie faciale, on vous le dira comme une des conséquences possibles, mais ce n'est pas obligatoire. On peut déclencher un hémispasme facial sans qu'il y ait eu préalablement de paralysie faciale. Alors voilà un exemple de contraction brève. Là, je crois, étant donné que c'est un patient noir, il faut qu'on éteigne pour que vous voyez quelque chose. Si j'y arrive. Je ne suis pas sûr que vous voyez très bien, en fait. Je n'arrive pas à éteindre cette partie-là. Alors, c'est dommage parce que la partie vraiment atteinte est dans l'ombre. Je ne sais pas si là où vous voyez mieux, mais il y a des contractions comme ça qui prennent et qui tirent par petits à-coups. Alors vous voyez le retentissement du côté éclairé, vous voyez peut-être moins bien le côté qui est atteint lui-même, qui revient à une fermeture de la paupière et à une attirance de la bouche de ce côté droit. Donc facial supérieur, facial inférieur, concerné par l'hémispasme. Paradoxalement, on va peut-être mieux voir chez la personne qui a un syndrome plus discret, parce que l'éclairage est différent. C'est plus petit, mais regardez à droite. Vous voyez, c'est trop petit. Grand écran, je ne peux pas. Si, je peux. C'est pas vrai. Mathieu, allô? Ouais, bravo. Voilà. Donc ça c'est facile à voir. Ce qu'il faut bien voir, c'est que de temps en temps, il y a également les mêmes spasmes qui touchent le facial inférieur, avec le retroussement de l'aile du nez là, qui part avec. Facial supérieur, facial inférieur. Spasme moins fréquent, c'est le blépharospasme, contraction bilatérale des paupières. La personne, vous en avez peut-être vu de temps en temps, des personnes qui ont comme ça, qui déclenchent des spasmes
de manière répétée, puis qui à certains moments bloque complètement en position fermée. C'est extrêmement gênant, évidemment. Les gens ne peuvent plus conduire, les gens ne peuvent plus rien faire. Et puis, ils essayent d'ouvrir, puis à un moment donné, ça cède, ils rouvrent les yeux, et puis hop, ça repart. Hein. Ce sont des spasmes bilatéraux des paupières, des blépharospasmes. D'accord pour les mouvements anormaux? Des questions? Mathieu, vous nous passez la Corée? Ah ben non, c'est vrai, on ne l'avait pas même... Mais d'accord. Je vous en demande un peu beaucoup quand même, d'inventer la vidéo qui n'est pas là. Ok. On passe au... Ça va être très court, hein, les dystonies. Lumière. Alors, de quoi s'agit-il quand on parle de dystonie? On parle de contraction musculaire qui vient parasiter un membre et ses mouvements et qui va fixer ce membre ou ce tronc dans une attitude donnée. Une partie du corps prend une attitude figée. Alors, il y a eu des longues discussions sémantiques pendant des siècles, pas par les neurologues, mais par les médecins en général, puis quand la neurologie est née avec Charcot, avec toutes les écoles de neurologues successives, pour savoir si on devait inclure les dystonies et les mouvements anormaux dans le même ensemble. Ça n'a pas un grand intérêt, puisque évidemment les uns disant que pour arriver à une position figée, il fallait bien avoir le mouvement anormal qui l'amène, et les autres disant mais c'est pas la même chose puisque ça ne bouge plus. Peu importe. L'important, c'est de comprendre de quoi on parle. On parle là de quelque chose qui est proche, qui en physiopathologie concerne également les noyaux gris centraux et qui simplement se présente pour le clinicien de manière assez différente du mouvement anormal. C'est une attitude vicieuse, figée. Alors qu'il n'y a pas de raison au niveau osseux, au niveau musculaire, au niveau tendineux, pour que la personne conserve cette attitude anormale. Et elle le conserve pour des raisons de modification anormale du tonus. Et pour des raisons inconnues, ça peut se passer à n'importe quel endroit du corps. On va en voir des exemples. Les caractères d'une dystonie, c'est d'être sensible à la posture. Quelqu'un n'a pas son attitude vicieuse allongée, vous le levez, membre supérieur bloqué. Je ne prends pas par hasard cette position-là, la position en joueur de boule, vous comprenez bien pourquoi, est une des attitudes dystoniques du membre supérieur les plus fréquentes. Et au repos, le patient n'a pas ce phénomène dystonique. La localisation va être donc très variable, muscle lombaire ou du bassin, le cou, un des membres, parfois l'ensemble des membres. Et puis ce qu'il y a de plus extraordinaire, on en redira un mot à la fin, c'est que dans certains cas, cette dystonie non seulement ne touche qu'une partie du corps, mais ne touche qu'une partie du corps que pour une fonction donnée et pas pour les autres. Je veux faire un type de geste, je redéclenche ma dystonie, je fais avec le même membre un autre geste, je ne redéclenche pas la dystonie. C'est ce que l'on appelle les dystonies de fonction, pour un geste spécifique. Alors, eh bien voilà, différents exemples. L'exemple au niveau du membre inférieur, une position très classique, c'est celle du varus équin, c'est-à-dire le pied est projeté vers l'intérieur et vers le bas en flexion plantaire, et il n'en bouge pas. Et le malade, évidemment, n'arrive plus à marcher. Alors qu'au repos, et on le vérifie au repos, puisque c'est un phénomène qui est sensible à la posture, eh bien, on arrive à redétendre et à vérifier que les amplitudes articulaires sont normales, le muscle est normal, il n'y a pas de fracture, les tendons ne sont pas rétractés, etc. Le varus équin, c'est un fréquent au membre inférieur. Au membre supérieur, c'est la position que je vous mimais,
le plus fréquemment la position du joueur de boules. Au niveau du tronc, donc de l'ensemble de l'axe, il y a d'abord le tronc avec des positions, vous voyez de temps en temps assez spectaculaires. Cette jeune fille qui est complètement tordue, alors que toutes les radios et les examens au lit ont montré qu'il n'y avait pas de problème orthopédique. Vous comprenez bien que lorsque je vous dis ça, il y a des difficultés. C'est qu'on peut parfaitement considérer que ces gens-là, on peut parfaitement prendre ces gens parfois pour des gens qui n'ont rien, voire des simulateurs, ou en tous les cas des gens qui ont des pathologies d'ordre psychiatrique. Comment on sait réellement qu'il y a une pathologie derrière? Eh bien, maintenant, on n'en a pas trop souvent besoin, mais ça arrive encore. Et au moment où on doutait de l'organicité de ces phénomènes, eh bien, il a fallu aller électriquement enregistrer les muscles de ces gens-là pour voir qu'ils étaient en permanence en hypertonie, de manière pathologique, de manière non contrôlée, et donc prouver ainsi qu'il y avait un trouble du tonus authentique qui expliquait ces dystonies. Si vous aviez une dystonie segmentaire à retenir, je vous demanderais de retenir le torticolis spasmodique parce que c'est la plus fréquente. C'est celle que vous avez. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'est quand même pas dans une pathologie très fréquente avec les dystonies. Eh bien, il y en a une qui prend vraiment les 2/3, voire les 3/4 des patients que l'on voit, c'est le torticolis spasmodique. Ça veut dire que les gens sont bloqués. Je ne sais pas si j'ai une. Ah non, j'ai une vidéo. Là encore, j'ai une vidéo qui aurait dû être là. Je ne comprends pas bien. Je vais vous le mimer. Hein. C'est pas très compliqué. C'est la malade qui est face à vous et qui vous parle et qui est en permanence comme ça. Et vous voyez très bien quand vous la regardez qu'il y a des décharges importantes sur le gros muscle sternocléidomastoïdien contralatéral, puisque c'est le muscle sternocléidomastoïdien droit qui permet la rotation de la tête vers la gauche, puisque le sternocléidomastoïdien s'insère de part et d'autre de l'axe de la tête en tirant, c'est lui qui permet la rotation contralatérale. Et donc, je tourne par là, et là j'ai mon sternocléidomastoïdien qui est, vous le voyez, vous le sentez très bien vous-même, si vous forcez en appuyant sur la tête, c'est ce muscle-là que vous tendez. Et donc, il y a des charges anormales de tonus dans ce muscle-là, et la patiente est bloquée comme ça. Et vous lui demandez, tournez la tête de l'autre côté. Alors elle va commencer. Elle va avoir du mal, avec régulièrement des mouvements de rappel, parce qu'on sent le muscle, lui, ne supporte pas que l'on aille à l'encontre de son hypertonie, et puis elle finit par y arriver, difficilement, avec une position qui n'est pas tout à fait normale, parce qu'elle compense un peu, et puis on lui reparle, on lui dit, laissez-vous aller, etc. La tête repart. Et alors, ce qui est autre chose tout à fait extraordinaire de ces malades-là, c'est qu'il y a certaines stimulations cutanées qui peuvent lever l'hypertonie. Et la plupart des gens qui ont un torticolis spasmodique, à force de s'observer, finissent par trouver un endroit, et c'est souvent le menton, par exemple. Les gens, pas du tout en forçant, en posant le doigt sur le menton, ils arrivent à tourner. Mais on ne peut pas vivre comme ça, donc ils lâchent. Vous voyez, on est dans une pathologie tout à fait curieuse, hein, largement encore incomprise au niveau physiopathologique, sur lesquelles il y a des hyperactivations de boucles de tonus, hein, sur lesquelles il y a des moyens d'action tout à fait efficaces, en particulier des infiltrations par des produits partiellement paralysant le muscle et qui redonne une tonicité plus normale au muscle, mais qui n'empêche pas le fait qu'on ne comprenne pas très bien cette maladie. Donc le torticolis spasmodique, vous n'oublierez pas. On arrive à ma dernière diapo, je crois, qui est donc de revenir sur les dystonies de fonction, ces dystonies extraordinaires où vous déclenchez un mouvement, une position anormale à un geste spontané. Plantons le terrain. 23, 25 ans, étudiant, médecine, bon gratteur de cours. C'est pas ce que vous ressentez au bout de 4 heures, j'en ai marre, ça me crampe, ça crispe un peu dans ma main. Non. Petit à petit apparaît un phénomène qui fait que lorsque j'écris, eh bien, je n'arrive plus à contrôler le fait que ma main prenne une position, toujours la même, vicieuse, un peu tordue, soit des doigts, soit du poignet, et qui va modifier radicalement ma position à l'écriture. Et au fil du temps, et c'est là où ça devient un vrai handicap, c'est que ça apparaît, non pas à la 4e heure, mais à la première minute.
et je me mets un stylo, je me mets face à une table, je commence à écrire, la position est apparue et je suis dans cette position vicieuse qui gêne. À côté de ça, je suis capable de coudre, de tricoter, de faire la vaisselle, pas de gêne au niveau de mon membre supérieur. Mieux encore, et on est vraiment dans l'étonnant et qui fait comprendre que longtemps on a pu considérer que c'était des maladies psychiatriques, hein, vous prenez le même étudiant qui a la même difficulté pour écrire, je le prends, je lui dis venez au tableau et écrivez dans cette position-là verticale avec une craie qui n'est pas la position horizontale avec un stylo, il n'aura pas de dystonie, il n'aura pas de crampe de l'écrivain, puisque c'est ça la maladie que je suis en train de décrire. La crampe de l'écrivain, qui est donc une dystonie qui apparaît à l'écriture, électivement chez les gens qui écrivent beaucoup. Je ne suis pas en train de vous dire ne notez plus en cours. Électivement chez ces personnes-là, et qui va devenir de plus en plus gênante. D'accord ? Et on enregistre les muscles très bien, et on se rend compte, selon les gens, que c'est plutôt un fléchisseur, plutôt un extenseur, qui sont pathologiques et qui déchargent, et la personne n'est gênée que dans cette attitude. Alors, s'il vous plaît, 5 petites minutes. La personne, il y a plein de choses à faire. Évidemment, il y a les techniques dont je vous parlais à l'instant pour détendre les muscles. Il y a des infiltrations qui peuvent être faites. Il y a des médicaments qui diminuent le tonus musculaire. Il y a également le fait il y a de la rééducation, redonner de la fluidité au mouvement. Et puis, il y a des phénomènes compensateurs. Il y a un certain nombre de gens qui sont passés à la machine à écrire, parce que les gens ne seront absolument pas gênés à l'ordinateur. Alors, il y a beaucoup de dystonies de fonction comme ça. Et sachez que de temps en temps, un grand artiste, du jour au lendemain, on n'entend plus parler de lui. Tout simplement parce qu'il a déclenché une dystonie à son instrument. La dystonie des musiciens, c'est un vrai problème. Il y a des grands trompettistes, des grands guitaristes, des grands violonistes qui ont disparu de la scène internationale parce qu'ils ont déclenché une dystonie. Alors, ils avaient gardé une vie pas très handicapés, sauf pour jouer leur instrument. Et donc ils n'étaient plus capables de jouer avec la même dextérité. Donc, tout se passe comme si l'hyperstimulation d'un mouvement donné, chez certaines personnes, pour des raisons qu'on ne comprend pas bien, induisait une boucle d'hypertonie, tout ça par des mécanismes centraux, et qui ensuite faisait que le muscle déchargeait pour son propre compte et bloquait le mouvement. Voilà. On en a terminé. J'ai encore j'ai prévu un moment pour répondre à vos questions pour ceux qui le voudraient. Je sais que 4 heures c'est long, j'espère que ça a été. Allez, bon courage et à bientôt.